On va accueillir tout de suite donc, notre prochain candidat pour ce grand oral de la santé, c'est Yannick Jadot, candidat pour Europe Écologie Les Verts. Bienvenue Yannick Jadot, merci beaucoup d'être avec nous pour ce grand oral de la santé. Bonsoir madame. Bonsoir, Bonjour. vous avez 10 minutes pour nous livrer vos propositions en matière de santé. Vous répondrez ensuite aux questions des professionnels de santé, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Le diagnostic, vous le connaissez. Vous le connaissez parce que vous le vivez. Vous le connaissez, j'allais dire, parce que vous le souffrez. L'état de l'hôpital public, après des années, j'allais dire des quinquennats et des quinquennats, à vouloir faire de l'hôpital public une entreprise rentable, avec ce que ça a signifié en termes de lits, évidemment, en termes de qualité de soins, en termes de précarisation de l'ensemble des personnels, et finalement en termes de départ. Je ne sais pas, j'avais en tête les derniers chiffres du CNPI. Si je ne dis pas de bêtises, en juin 2020, il y avait 7500 postes vacants pour les infirmières, infirmiers. C'est 10 fois plus en 2 ans. Ça dit combien vous avez été héroïque dans la période, notamment dans cette période de pandémie, mais ça dit combien ce qui n'était pas soutenable avant la pandémie l'est encore moins aujourd'hui. Et un des sujets qu'on devra se poser, c'est évidemment qui décide des politiques de santé. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a un rapport parlementaire qui, comme vous le savez, vient de démontrer combien les cabinets d'expertise, les cabinets de consultants, avaient totalement, j'allais dire, gangréné les politiques publiques, leur définition et leur mise en œuvre. C'est profondément choquant. Non seulement on a une fonction publique, on a une haute fonction publique, et vous savez combien, en matière de santé, parfois, on a créé autant de comités, d'agences, de cadres que de décisions ou de ministres de la santé. Mais quand il s'agit de penser les politiques publiques et de les mettre en œuvre, on fait appel à des cabinets de consultants, y compris des cabinets de consultants sur nos politiques publiques, qui sont des cabinets de consultants qui ne sont pas français, et en termes de politique publique, sur des politiques aussi sensibles, c'est un problème, et qui, aujourd'hui, on l'apprend, non seulement sont allés dans vos hôpitaux vous expliquer combien de lits il fallait fermer, sont allés dans les ARS commandités par le ministère, et que non seulement ils nous coûtent beaucoup d'argent public, ils font des politiques publiques, certes, sur instruction, mais reconnaissons qu'on paye très cher les politiques publiques d'austérité qui ont été menées en matière de santé, et en plus on apprend qu'ils ne payent même pas leurs impôts en France. Je pense qu'il y a, dans mon projet, une loi de séparation de l'intérêt général et de l'intérêt privé pour extirper et les lobbies et cette expertise privée qui n'est même pas une vraie expertise de santé. Je pense qu'il va être temps de vous rendre l'hôpital et de rendre au contrôle politique, à la puissance publique, la décision en matière de santé. Politique de prévention d'abord, ça ne vous étonnera pas, c'est le cœur du projet écologiste. On a 40% d'augmentation des affections de longue durée, on a une augmentation y compris des cancers pédiatriques. J'étais il y a quelques semaines à Saint-Rogatien avec des familles dont les enfants sur un cluster souffrent de cancers pédiatriques, dont évidemment nous savons que la très forte probabilité, c'est l'exposition à un certain nombre de pollutions, et notamment de pollutions liées aux pesticides, puisque les maisons sont juste à côté des champs où sont épandus les pesticides. Nous avons partout à combattre tout ce qui génère aujourd'hui des maladies chroniques, des maladies qui sont insupportables et des maladies à forte connotation sociale. On a 10 ans d'espérance de vie en moins en bonne santé au départ à la retraite entre un cadre et un ouvrier, 13 ans de différence d'espérance de vie à la naissance entre 5% les plus précaires, 5%
les plus aisés, pour les hommes. Tout ça est absolument insupportable et la grande politique de prévention que nous voulons mener participera de ça. C'est un plan de lutte contre l'obésité. Évidemment, je l'ai dit, les pollutions agricoles, les pollutions notamment pour éviter pendant les 1000 premiers jours, vous le savez. C'est évidemment l'interdiction des pesticides, CMR, des perturbateurs endocriniens. Et puis c'est tout le travail qu'on doit faire en matière de santé au travail, en imposant des plans santé au travail qui accompagneront la remise du compte personnel de prévention de la pénibilité. Vous savez qu'il a été sacrifié pendant ce quinquennat. Nous le remettons, c'est un élément essentiel de santé au travail, reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle. Bref, nous agirons en matière de prévention. J'étais juste avant, parce que vous savez que c'est la période des grands oraux, hein, on y va. On n'arrive pas à avoir des débats entre les candidats, mais des grands oraux, je peux vous dire qu'on en a. J'étais avant sur le sport, une grande politique du sport. J'ai même mentionné, ça fait un peu l'actualité, le fait de potentiellement penser à raccourcir les vacances scolaires. Mais c'est parce que je veux mettre du sport, parce que je veux mettre de la culture, parce que je veux mettre des travaux manuels à l'école. Et que, par exemple, on aurait au début ou à la fin de l'été une semaine de sport dans la nature. On aurait, c'est ma volonté, qu'il y ait pour tous les enfants, en dehors des cours de PS, 1 heure de sport par jour, pour les adultes, une demi-heure, y compris en aidant les entreprises à installer des équipements. Voilà une grande politique de prévention de la santé. L'hôpital, c'est vous. Pour ma part, le projet que nous avons, c'est de repartir des bassins de santé. On prend des territoires de 50 000 à 150 000 personnes. On identifie les besoins en santé. Vous savez combien les besoins en santé à Saint-Denis ne sont pas les mêmes qu'à Neuilly-sur-Seine. On définit, on identifie les besoins de santé et on réunit tous les acteurs de la santé. Évidemment, l'hôpital a sa place particulière et forte pour organiser l'offre de santé qui correspond à ces besoins. Et c'est sur cette base-là qu'on définit le budget de la santé. C'est sur cette base-là qu'on définit le budget de la santé. Évidemment, on sort des ratios absurdes, infirmières, patients. Il faut, c'est dans le projet, recruter 100 000 infirmières, infirmiers pour remettre à l'hôpital, au-delà de l'augmentation des salaires, pour remettre des conditions de travail qui soient évidemment dignes pour les personnels soignants et évidemment de la sécurité pour l'ensemble des patients, des malades. On réserve la T2A à certains actes techniques programmables, mais on sort encore une fois de cette logique. Autre point, la santé mentale. Il nous faut là aussi recréer des lits psychiatriques, 10 000 sur le quinquennat, et puis s'assurer qu'à tous les étages, depuis l'école, dans les centres médicaux et ailleurs, on ait véritablement une santé mentale qui soit à la hauteur des besoins de notre société. Et vous savez combien, y compris pendant cette pandémie, il y a de la souffrance, beaucoup de souffrance, particulièrement chez les jeunes. L'accès aux soins sur tous les territoires. Là, peut-être ça va moins vous plaire. On a 8 millions de personnes aujourd'hui qui n'ont pas accès à un médecin, vous le savez, n'ont pas accès à de la santé, tout simplement. Une commune sur 3. Alors, on va tout faire. On va former plus de médecins, on va former plus de personnel. On va continuer à soutenir les centres médicaux, les maisons de santé, les maisons pluriprofessionnelles pour que tout le monde arrive à trouver des conditions de travail partout sur le territoire qui soient à la hauteur de notre exigence de service public qui, vous le savez, quand c'est la santé, c'est plus qu'un service public, c'est la vie. Et donc, moi, j'assume, sur la question des déserts médicaux, dans cette période transitoire jusqu'à ce qu'on ait assez de médecins pour en avoir partout, évidemment, le conventionnement sélectif, ça, c'est la base, c'est le plus facile. Mais aussi l'obligation d'installation. Dernière année d'études, 2 premières années d'exercice. C'est pas simple, je sais, quand vous avez fait autant d'années d'études, quand vous avez l'impression qu'y compris, vous avez déjà tellement donné, y compris au sein de l'hôpital, évidemment. Mais
8 millions de Français qui n'ont pas accès à la santé, c'est quelque chose qui est totalement inacceptable et que transitoirement, on se donnera les moyens en termes de rémunération, en termes d'accompagnement des familles, en garantissant que les médecins puissent prendre des vacances et tout ça, mais il nous faut garantir ça. Enfin, et ce n'est pas enfin, puisque d'après ce que je comprends, ce sera une question qui me sera posée, sur la question de nos aînés et de la question des EHPAD. Je ne sais pas à combien de temps je suis. On m'avait dit 10 minutes, donc je pense que je suis dans le bon timing. C'est très bien. Merci beaucoup Yannick Jadot pour vos propositions. On va effectivement passer aux questions des professionnels de santé, questions qui ont été tirées donc, au sort pour vous, et on va écouter tout de suite la première question. Je m'appelle Sarah, j'ai 45 ans. Je travaille pour France Assos Santé auprès de nombreuses associations de patients. Je suis moi-même atteinte d'un diabète de type 1, découvert à l'âge de 28 ans. Souffrir d'une maladie chronique représente une grande charge mentale. Je dois me faire 4 injections d'insuline par jour, des examens médicaux réguliers et avoir une bonne hygiène de vie si je ne veux pas que ma santé se dégrade sévèrement. Cela n'est pas facile pour moi, d'autant que lorsque j'étais jeune, je n'ai pas été particulièrement sensibilisée ni à l'importance d'une alimentation saine, ni à celle de l'activité physique. En France, depuis les années 60, le nombre d'enfants souffrant de surpoids ou d'obésité a été multiplié par 6. Ces enfants risquent donc, à plus ou moins long terme, de développer du diabète, des maladies cardiovasculaires, des cancers et d'autres problèmes de santé. Alors que ces 3 types de pathologies représentent un quart des dépenses de l'assurance maladie, nous ne consacrons que 2% de nos dépenses de santé à la prévention. Quelles sont les mesures concrètes que vous comptez prendre en faveur de la prévention pour permettre à tous, dès le plus jeune âge et à tous les âges de la vie, de devenir acteurs de sa santé et espérer vivre plus longtemps en bonne santé? Également, pourriez-vous nous faire part de vos propositions en termes de santé des jeunes? Voilà pour la question. Vous avez déjà un petit peu répondu, Yannick. Oui, mais c'est un sujet essentiel. Quand on voit toutes les études, y compris aujourd'hui sur la sédentarité des jeunes, sur leurs addictions, c'est terrible. Hein. Un enfant à l'école primaire, il passe plus de la moitié de son temps assis. On a, quand on regarde les études, une réduction très forte du temps d'activité physique dans la journée pour les jeunes. Et ça génère ce qui a été dit sur le surpoids, sur l'obésité. Ça a été très très dur, y compris pendant la pandémie. Mais il faut prendre ça totalement en compte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je l'ai dit, sur les 1000 premiers jours. Ça, c'est l'essentiel en termes de protection des enfants, la protection à toutes les pollutions, à toutes les molécules chimiques, pour évidemment éviter la contamination des organismes et les maladies que ça pourrait générer. C'est évidemment, et ça, c'est aussi de la formation. Je veux dire, la formation des personnels soignants qui accompagnent la femme enceinte et qui accompagnent les premiers mois. Parce qu'évidemment, ce n'est pas simplement se dire qu'on protège les 1000 jours, il faut faire en sorte que les parents soient parfaitement informés sur ce qu'il faut faire et ne pas faire. C'est évidemment aussi, sur la question des jeunes, remettre de la médecine en milieu scolaire. Aujourd'hui, le retrait total des médecins, des infirmières, infirmiers en milieu scolaire est une catastrophe. Catastrophe du point de vue de la santé, y compris catastrophe en termes d'identification, parfois de signaux faibles, y compris de harcèlement, de cyberharcèlement, d'enfants en difficulté, y compris psychologique. Donc effectivement, nous recruterons 3000 médecins scolaires, 1000 assistants sociaux et 3000 infirmières, infirmiers à l'hôpital. C'est la question aussi de la lutte contre les addictions. Addiction, c'est le fameux système sur le numérique 3, 6, 9, 12. Alors, ce n'est pas le loto, ça ne gagne pas, mais ça gagne du point de vue de la santé mentale et de la santé physique de nos enfants. Donc c'est véritablement suivre les enfants dans le cours de leur scolarité, évidemment, et à la maison, pour éviter les addictions numériques, y compris protection de sa vie privée, y compris les temps passés.
Je l'ai dit, c'est remettre du sport à tous les étages à l'école. C'est aussi, évidemment, je l'ai dit, s'assurer du soutien psychologique en milieu scolaire comme au-delà du milieu scolaire. Et puis sur les addictions, c'est pour ma part, je considère essentiel aujourd'hui, la légalisation du cannabis pour qu'on ait une véritable politique de santé publique sur l'addiction au cannabis, au-delà d'avoir une politique de sécurité dans un certain nombre de quartiers. C'est enfin s'assurer qu'à l'école, on mange 100% bio. Et dire, moi je suis toujours sidéré, on en parlait tout à l'heure, les hôpitaux que je visite, je suis toujours sidéré qu'on ne mange pas bio à l'hôpital. Enfin, pardonnez-moi, je sais quelles sont vos contraintes budgétaires, je sais pourquoi. Parfois, c'est du pas bon Sodexo plutôt que du bon bio. Mais c'est pas possible, en fait. Enfin, non, mais objectivement, un lieu de santé, comme les EHPAD, comme les cantines, c'est pas possible qu'on n'ait pas une alimentation de qualité. C'est pas possible qu'on n'ait pas évacué le trop sucré, le trop gras, le trop salé. Et c'est pas possible qu'on ne l'ait pas évacué plus généralement de notre alimentation quotidienne. Moi, j'adore la bonne bouffe. Mais la bonne bouffe, c'est pas le trop sucré, le trop salé, le trop gras, parce qu'aujourd'hui, au fond, y compris, vous le savez, en termes de pollution de l'air comme en termes d'alimentation, ce sont les classes populaires qui sont de très loin les plus impactées et qui développent le plus des maladies chroniques dont on parle. Alors, il y a des progrès quand même à la cantine. Vous parlez du bio, ça s'est quand même amélioré à l'école. Bof. Non, mais en plus vrai, de bof. qu'avant. Enfin, je veux dire, dans la loi, on devrait être à 20% de bio. On n'y est pas. La réalité, c'est qu'on est plutôt à 8%. Moi, je vois mes collègues maires écologistes qui sont en train, et c'est la base, ils sont en train de remettre des cuisines centrales dans les villes. Ça peut paraître idiot, ils remettent, je ne sais pas si chez toi tu as ça, mais ils remettent des cuisines centrales, ils passent des contrats avec les agricultrices et les agriculteurs locaux qui font, voilà, c'est de la cuisine, c'est de l'alimentation de territoire, et les personnels sont formés pour faire des bons plats. Ça marche bien. Quand vous gérez bien, en évitant d'avoir du trop carné, en évitant le gaspillage, ça n'augmente pas forcément le ticket de la cantine, ça n'augmente pas forcément le prix du repas, et nos enfants mangent mieux. Alors, on va passer à la question suivante des professionnels de santé. On l'écoute tout de suite. Bonjour, je m'appelle Marie-Odile Demonière, j'ai 50 ans et je suis une aide médico-psychologique depuis 17 ans maintenant. Et je travaille dans un EHPAD à Fontenay-sous-Bois. J'ai d'abord exercé mon métier dans un établissement privé, puis dans un établissement public. Je constate que les difficultés sont les mêmes. Il existe un réel décalage entre les besoins des résidents et les effectifs soignants. Le taux d'encadrement moyen en EHPAD est de 63 ETP pour 100 résidents. Un taux largement insuffisant au regard du degré de dépendance et des besoins des personnes âgées accueillies. Cette réalité, nous la vivons au quotidien, avec un temps compté pour la toilette, le repas et le coucher. Compte tenu du manque de moyens humains, il paraît impossible d'accompagner nos seniors de manière individualisée et adaptée. Il y a aussi la problématique du coût pour ces personnes institutionnalisées. Le prix mensuel médian pour une chambre en EHPAD est d'environ 1 800 € pour le public et de plus de 2 600 € pour le privé, alors qu'une retraite moyenne d'un senior est de 1 560 €. Quelle réponse apportez-vous au manque d'effectifs dans les EHPAD ? Quel engagement prenez-vous afin que des soins de qualité puissent être accessibles à tous ? Voilà votre réponse, Yannick Jadot. Merci. C'est vachement bien fait, vos clips. Sciences Po Lille, on les remercie, son partenaire de objectivement, ce grand oral de la santé pour la qualité des vidéos et des questions. Objectivement, pour faire beaucoup de grands oraux. Non, mais c'est vrai, c'est important, parce qu'on a besoin, y compris, de faire de la pédagogie dans une campagne qui manque sérieusement de débat. On a besoin de pédagogie sur les sujets essentiels. Alors évidemment, il y a eu le scandale. Il y a eu le scandale d'Orpea que beaucoup semblent découvrir. Ce système d'EHPAD privé à but lucratif est soutenu depuis de très nombreuses années dans notre pays, y compris à coup d'avantages fiscaux.
n'y a pas de surprise. Il y a eu des rapports qui ont été faits, et cette dame a parfaitement raison de dire qu'il n'y a pas que dans les EHPAD privés à but lucratif qu'il y a des problèmes, mais on savait qu'il existait dans notre pays, à coût y compris d'argent public, un système de spéculation sur la perte d'autonomie. Je vous rappelle quand même que il y a quelques années, notre président de la République signait avec Vladimir Poutine le développement d'Orpea en Russie. C'était en 2018. Pas seulement Total, hein, vous savez, ceux qui sont restés là-bas, malgré les bombardements. Pas simplement Total. Mais Orpea aussi. Dans un accord d'investissement récent signé le 30 décembre 2020 entre l'Union européenne et la Chine, l'intérêt, ce qu'on appelle l'intérêt offensif français, c'était la vente d'EHPAD privés en Chine. C'est pour dire que ce système-là, on ne le découvre pas. Pour ma part, j'interdirai toute nouvelle autorisation d'EHPAD privés à but lucratif. Comme ça, on règle le problème. On a à favoriser, ce n'est pas forcément la nationalisation. Je veux dire, moi, ce que j'ai dit la dernière fois à la Mutualité française, c'est que je pense que les mutuelles ont un énorme rôle à jouer dans notre pays sur la question de la prévention, sur la question de l'accompagnement, sur ce type de secteur. Je pense que les mutuelles, notamment celles qui relèvent de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, peuvent parfaitement jouer un rôle important. Deuxièmement, c'est toujours posé évidemment la question depuis des années de son financement. Je fais évoluer les droits de succession dans notre pays. Vous avez peut-être suivi le travail qui a été fait par le Conseil d'analyse économique qui dit, au fond, les grandes fortunes dans notre pays, en matière de succession, échappent à l'impôt. Comme tout le monde, comme souvent, les gens à peu près normaux payent l'impôt comme il doit être payé, et puis plus vous êtes riche et moins vous le payez. Voilà, parce qu'on met en place des dérogations pour que vous ne le payiez pas. Et donc, on va supprimer ces dérogations et obtenir 8 à 9 milliards de recettes supplémentaires par an d'impôts sur les successions des grandes fortunes. Eh bien, c'est ce qui financera une politique d'autonomie qui sera, tenter au maximum de garder à la maison, c'est le souhait majoritaire de nos aînés. 2, avoir des habitats partagés, vous savez que ça se développe, ça permet pas forcément d'être, vous êtes moins seul, mais vous pouvez avoir des trucs intergénérationnels, des trucs ouverts sur la société, c'est bien. 3, évidemment, avoir des EHPAD où on traite correctement, évidemment, nos aînés. 8 à 9 milliards, ça permet d'aller sur un taux d'accompagnement qui soit plutôt 1 pour 1, 0,8 en termes de personnel soignant, 1 pour 1 pour justement être à la hauteur, y compris de ce que font un certain nombre de pays au nord de l'Europe, où effectivement on n'a pas laissé nos aînés maltraités, parce que c'est une responsabilité collective que nous avons sur ce sujet-là. La question de la fin de vie est une question simple pour personne. La question de la perte d'autonomie est une question simple pour personne. Quand elle est mise en société, c'est jamais simple non plus. Donc c'est vrai que parfois, des belles plantes dans le hall, des peintures fraîches, eh ben, ça nous rassure, sans qu'on aille voir vraiment au-delà comment ça se passe, malgré, depuis des années, les témoignages nombreux qui ont été faits. Donc on se donne les moyens d'une vraie politique d'autonomie dans notre pays. Alors, on va passer aux questions de la salle. Il y a pas mal de questions ouvertes pour vous, Yannick Jadot. Je vais en prendre une au hasard. Oui, pour la priorité donnée à la prévention, dit quelqu'un. Quid de la transition écologique des établissements de santé? Quel soutien? Je suis content. Merci les écolos qui sont venus. Anonyme, mais beaucoup plus sérieusement, la question, par exemple, de la facture énergétique à l'hôpital est une question dramatique. Je ne sais pas aujourd'hui où on en est de la hausse de l'électricité, du surcoût pour notamment les hôpitaux en matière de chauffage d'électricité, c'est absolument dramatique. Donc dans mon projet, j'ai bien un plan d'investissement sur les économies d'énergie, parce qu'effectivement, il n'y a pas un bâtiment public aujourd'hui qui peut s'exonérer de cette responsabilité. Ça coûte très très cher
pour la collectivité. Et vous savez que dans ce moment où, pour ma part, je soutiens un embargo sur le gaz et le pétrole russe, parce qu'on leur a quand même donné 14 milliards de gaz et de pétrole depuis le début de la guerre, 14 milliards à Poutine pour notre gaz et notre pétrole en pleine guerre. Je ne suis pas sûr que nous aidions à la paix et au soutien aux Ukrainiennes et aux Ukrainiens. Donc, moi, ce que je veux, c'est rassembler en urgence tous les acteurs du bâtiment, tous les acteurs de la rénovation, et qu'on repriorise l'ensemble des travaux de rénovation qu'on doit faire dans la société pour aller, évidemment, sur les passoires énergétiques publiques ou privées, notamment celles qui fonctionnent au gaz, pour réduire notre consommation de gaz et être à la hauteur de l'effort de guerre qui est nécessaire pour soutenir la paix et la démocratie en Europe. Alors, on parle beaucoup d'attractivité dans cette journée, dans ce grand oral. Le prochain président ou présidente devra donner envie. Une question, justement, comment donner envie à nos jeunes professionnels de santé de venir et rester à l'hôpital et dans le médico-social public? Vous savez combien le médico-social ont été les grands oubliés du Ségur et l'importance de leur mouvement dit, leur frustration et au fond un sentiment d'humiliation par rapport à l'effort qu'ils ont fourni ces derniers mois, ces dernières années. Et donc, je l'ai dit, pour remettre de l'attractivité, on a, si je ne dis pas de bêtises, à peu près 180 000 infirmières, infirmiers en état, en capacité d'exercer qui ne le font plus. Donc, on a, au-delà des efforts qu'on doit faire en formation, notamment en nombre de formations, on peut faire revenir du monde aujourd'hui. Je l'ai dit, ça veut dire recruter, ça veut dire mieux payer. Il faut être d'entrée de jeu sur la moyenne OCDE, donc c'est une augmentation d'au moins 10%. Parce que le problème de... Mais vous le vivez au quotidien, donc ce n'est pas à vous que je vais le dire. Moi, quand je vais dans les hôpitaux, il y a la question du salaire, mais il y a la question de l'articulation avec la vie privée. Quand vous parlez à des infirmières, parfois contractuelles, ah ben oups, contractuelle, je n'ai pas touché la prime Ségur. Pourtant, j'étais là tous les jours. Hein. Le jour, la nuit, j'étais là, mais je n'ai pas touché la prime. Deuxièmement, c'est mon week-end qui saute en permanence. C'est dans 2 ou 3 jours, je ne sais pas exactement dans quel service j'exercerai parfois. C'est au fond pas simplement les conditions quotidiennes d'exercice, c'est l'impression d'y sacrifier tellement sa vie privée, tellement une sorte un peu de sérénité dans l'exercice que, évidemment, ça crée des départs malgré l'héroïsme. Mais bon, vous le savez qu'en poste vacant, le sujet, ce n'est pas simplement les infirmières et les infirmiers, c'est aussi les médecins hospitaliers. On a aussi là à faire en sorte que les médecins viennent. Et là aussi, comme pour les infirmières, les infirmiers, comme pour les autres personnels, il y a une question de rémunération. Il faut mieux payer les médecins hospitaliers si on ne veut pas payer 2 fois, 3 fois, 10 fois plus cher de l'intérim. Alors, une dernière question, on arrive à la fin de votre temps imparti. Yannick Jadot, êtes-vous favorable à la prise en charge à 100% des frais de santé par la sécurité sociale? Ah, la grande sécu, non. La grande sécu, parce qu'y compris les projets dont on parle, il ne faut pas se tromper. Les projets dont on parle, c'est mettre la sécu et la santé à Bercy. C'est de ça dont on parle. C'est de faire avec la santé comme on a fait sur les autres branches. On met ça à Bercy, et on annualise les budgets, et au fond, c'est Bercy qui décide du budget de la santé. Je ne suis pas pour ça, premièrement. Deuxièmement, je l'ai dit, bien sûr qu'on peut mieux travailler sur les mutuelles, comment leurs frais, tout ça, s'assurer qu'ils ne dépensent pas plus que ça en communication, en frais autres que la santé, mais les mutuelles, selon moi, ont un rôle majeur à jouer sur les territoires, ont un rôle majeur à jouer en matière de prévention, en matière d'accompagnement, en matière d'innovation sur, je l'ai dit, les territoires, sur les pratiques comme sur les soins. Et pour ma part, je suis favorable à un maintien comme ça d'un système avec 2 acteurs, et y compris la Sécu aujourd'hui, c'est essentiel, c'est le cœur, l'assurance maladie. Mais franchement, humainement, ça patine un peu. Hein, c'est quand même plus facile parfois de parler à quelqu'un dans sa mutuelle qu'à quelqu'un à l'assurance maladie.
Donc il faut aider l'assurance maladie, mais moi, je suis favorable au maintien d'un système comme ça qui repose sur 2 jambes. Merci beaucoup, en tout Merci. cas, Yannick Jadot, d'être venu devant ce grand oral de la santé, nous livrer vos propositions.